سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. اليوم ننزلوا ضيوف على سعادة سفير مملكة اليابان بتونس باش نكتشفوا وين وصلت العلاقات بين بلادنا وبين المملكة اليابانية. Votre Excellence, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission, M. Benhedia. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté que l'on prenne cette interview ensemble. C'est un très grand plaisir pour nous et un honneur de vous interviewer, d'autant plus que entre le peuple tunisien et le peuple japonais, comme disait Bourguiba, c'est le beau fixe. Effectivement, l'histoire des relations entre le Japon et la Tunisie a débuté en 1956, donc c'est une longue histoire. Donc c'est déjà 65 ans de relations diplomatiques. Tout à fait, tout à fait.
C'est grâce une partie au président Bourguiba. Le président Bourguiba a renoué des relations amicales personnelles avec la famille de Abe. La famille d'Abe, c'est la famille dont l'ex-premier ministre Shinzo Abe était originaire. Et son père, M. Shintaro Abe, a renoué des relations personnelles avec le président Bourguiba. Et c'était dans les années 70, il a fondé un groupe d'amitié parlementaire avec la Tunisie. Et ensuite, il a fait beaucoup de choses pour intensifier les relations entre les deux pays. Et après, cette relation a continué au cours des années 80-90, même sous le régime du président Ben Ali. Et après la révolution de 2011, les relations se sont un peu intensifiées et accélérées et atteindre à ce niveau actuel. Mais j'espère que les relations vont encore prendre d'ampleur parce qu'il y a des potentiels et actuelles conditions de relations est un peu en deçà des potentiels. Mais les relations ne sont pas arrêtées au secteur diplomatique. Ils sont allés au-delà et surtout dans le domaine économique et social. Oui, nous avons plus de 40 projets d'infrastructures de qualité. Qualité, je dis qualité parce que par rapport aux infrastructures qui ont été mises en place par d'autres moyens, les infrastructures que le Japon a financées sont de bonne qualité. Et le modèle, le symbole de notre coopération, c'est bien sûr le pont de Rades, voilà, qui a été inauguré en 2009. C'est un pont qui a été financé le Japon, mais aussi construit par des compagnies japonaises, voilà, avec la technologie japonaise. Donc ça permet de relier le banlieue de banlieue ouest avec la banlieue ouest. Est. Non, est, oui. Est, oui. Est et sud. Mais pourquoi ce choix du Japon de s'orienter essentiellement dans la coopération tunisienne-française sur l'infrastructure de base, généralement? Notre coopération est plutôt remarquée au niveau des infrastructures, mais nous avons aussi beaucoup de programmes de coopération technique et aussi de coopération de sciences et technologies. Et donc, dans la coopération technique, nous avons par exemple soutenu des efforts de la Tunisie dans la planification familiale dans les années 80. Et récemment, nous avons financé des projets de Kaizen, c'est-à-dire une méthode japonaise d'amélioration de l'efficacité de production, productivité et des entreprises plutôt industrielles. J'ai récemment visité l'entreprise qui s'appelle Eleontech. C'est une entreprise qui se situe à Bizerte. Et ils ont obtenu le prix de Kaizen africain. Cette méthode japonaise de Kaizen est caractérisée par l'amélioration de productivité, pas avec des machines, parce que des machines coûtent cher aux entreprises, mais par des méthodes de modification, de petites modifications, petites initiatives proposées par tous les employés. Et donc, oui, donc selon cette méthode, les employés font par exemple une réunion chaque matin pour discuter ce qui s'est passé la veille, pour empêcher la production et proposent des modifications, des initiatives. Et comme ça, ils
améliore la productivité, le rendement. Et cette entreprise de Bizert, oui, ils ont amélioré et augmenté leur rendement, oui, d'une façon graduelle, mais constamment. En fait, le Japon a été toujours innovant en matière de gouvernance et surtout en matière de productivité. Je peux citer à titre d'exemple, dans les années 80, le Japon était le premier à instaurer les règles des cercles de qualité. Là, et vous avez importé un know-how dans ce domaine. Puis, il y a pas mal de normes de gouvernance jusqu'à arriver récemment à tout ce qui est la Kaizen. Vous jugez que cette approche est plus intéressante que l'assistance carrément technique? Oui, c'est très intéressant. Mais nous avons aussi des programmes de volontaires. Des programmes de volontaires. Nous avons déjà réalisé l'envoi de plus de 500 volontaires dans tous les domaines en Tunisie, mais aussi dans toutes les régions de la Tunisie, 24 gouvernorats de la Tunisie. Et j'ai visité d'ailleurs tous les 24 gouvernorats de la Tunisie et j'étais toujours frappé par l'ouverture et la sympathie et l'hospitalité de tous les Tunisiens. Donc vous avez directement pu constater la bonté du Tunisien. Oui, et ces volontaires ont été envoyés dans tous les coins de la Tunisie, et non seulement dans les domaines de développement rural, de développement agricole, de développement de pêche, des choses comme ça, mais aussi dans les domaines de sport et de culture. Il y a des sports qui ont été développés par des volontaires japonais en Tunisie. Par exemple, le judo. Oui. Le judo a été développé en Tunisie par des volontaires japonais. Il y a aussi la gymnastique et des ping-pong et le volleyball. Le volleyball oui. aussi, Donc oui. les Japonais ont tissé des réseaux sur le terrain. Il y a aussi des experts de plus haut niveau. Comme ça, nous avons coopéré avec la Tunisie sur le terrain. Pas avec seulement des leçons à donner ou des conférences à donner, mais nous travaillons ensemble avec les Tunisiens sur le terrain pour développer leur savoir-faire, leur expertise. C'est notre méthode de coopération. C'est une approche particulière au Japon, mais par exemple, les Tunisiens se sont plaints généralement lorsqu'on conditionne des dons et des crédits à la Tunisie, on les conditionne par l'obligation d'avoir un savoir-faire et de la technicité du pays donneur. Ceci, ce n'est pas le cas pour le Japon, je crois. Non, notre coopération n'est pas liée avec notre produit. Donc, le financement que nous avons donné au projet d'infrastructure, ce n'est pas lié avec l'importation des produits japonais. Voilà, justement. Et par exemple, nous faisons l'amélioration des oasis dans le sud de la Tunisie. Et c'est juste améliorer les canalisations d'eau dans les oasis. Auparavant, l'eau coulait sur la terre, donc sur le chemin, l'eau se perd, non? Parce que c'est absorbé par la terre. Mais nous avons un peu cimenté cette canalisation et pour parvenir le plus grand surface de terre des pour oasis, éviter les pertes d'eau. Voilà. Et c'est fait par des matériaux tunisiens et des main-d'œuvre tunisiens. Nous avons apporté seulement le financement et la technologie. Et la technologie et le savoir-faire pour irriguer les oasis. Et aussi, nous faisons actuellement les travaux de protection contre les inondations de l'oued de Megerda. Sont des travaux
qui sont faits par des entreprises tunisiennes comme Afrique Travaux. Ils ont gagné ce contrat par le biais d'appels d'offres ouverts pour tout le monde. Et le Japon a seulement apporté le financement pour ces travaux. Donc notre coopération n'est pas liée avec les produits japonais. Vous savez que la Tunisie, ces dernières années, passe par une période transitoire et, on va dire, même un peu critique, particulièrement en matière de ressources financières. Et lorsqu'on sait que le Japon a été parmi les premiers pays à ouvrir ses marchés pour la Tunisie, on se rappelle, c'était je crois en 1994, le Nikkei, on est sorti sur le marché japonais, c'était une réussite. Et dans ces circonstances, est-ce que le Japon va continuer à soutenir la Tunisie qui a un fort besoin de liquidité? En fait, ça fait déjà 3 ans et demi que je suis en Tunisie et je suis parfois surpris par les développements politiques et économiques en Tunisie. Et nous avons soutenu la Tunisie et dans les efforts de démocratisation et des réformes économiques. Voilà. Donc nous suivons la situation parfois avec préoccupation, mais nous sommes confiants dans la capacité du peuple tunisien et des institutions tunisiennes à surmonter les difficultés et préserver les acquis démocratiques et les réformes économiques. Le Japon continue à être solidaire avec la Tunisie pour réaliser ces réformes politiques et économiques. Nous soutenons par exemple la feuille de route annoncée par le président et j'espère bien que la mise en œuvre de cette feuille de route soit faite selon le calendrier défini et nous prions que la réforme économique soit faite pour qu'un nouvel accord avec le FMI soit réalisé le plus rapidement possible. Dès que la réforme économique est faite et un accord avec le FMI est fait, le Japon est prêt à apporter notre contribution financière pour soutenir les finances publiques de la Tunisie. J'ai relevé un mot, le vocable préoccupation. Vos préoccupations sont d'ordre politique ou économique? Et les deux. Mais comme je vous ai dit, nous apprécions la feuille de route. Donc nous espérons que les initiatives présidentielles soient mises en œuvre selon le calendrier défini par le président. Donc, c'est qu'on espère d'ici le 17 décembre 2022 qu'il y ait des élections libres et démocratiques. Bon, pourquoi est-ce que cette liaison et ce conditionnement d'emprunt japonais ou d'aide japonaise au feu vert du FMI, du Fonds monétaire international? Il y a des programmes qui ne sont pas liés avec le FMI. Je parle seulement de soutien budgétaire. Notre soutien budgétaire est lié avec le FMI. Ah, d'accord. Parce que c'est une injection directe au budget. Donc on est intéressé par la façon dont la Tunisie dépense le budget. S'il n'y a pas de soutenabilité du budget en termes de salaire, des subventions et d'autres facteurs, notre soutien budgétaire ne va pas effectif. Donc notre soutien budgétaire est lié avec le programme de FMI. Mais d'autres projets, comme je vous ai expliqué,
et dans les domaines de l'infrastructure, ils sont en cours. Hein. Donc, il n'y a pas de freinage par l'absence de programme avec le FMI. C'est-à-dire, tout ce qui est programme d'infrastructure, d'investissement qui est lancé en cours ne s'arrêteront pas. Ils vont s'achever dans les temps sans aucun problème. Donc, pour tout ce qui est financement budgétaire, il faut attendre le FMI, le feu vert du FMI, pour qu'il y ait un financement sous bonne gouvernance. C'est comme ça que vous voyez la chose. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a 3 projets de grande envergure sont en cours, dont la centrale électrique de Rades et la station de dessalement de Sfax. La centrale électrique de Rades, une fois achevée, ça va produire 10% de consommation nationale d'électricité. Et aussi, c'est une centrale d'électricité qui est très efficace parce que c'est une centrale à 2 cycles, non seulement une turbine, mais 2 turbines. Et normalement, on génère l'électricité par l'incinération de gaz, non? Et ça tourne le générateur. Mais notre système est non seulement ce générateur par l'incinération de gaz, il y a une autre turbine qui tourne avec la vapeur qui est produite par la chaleur de l'incinération. Oui. Donc il y a un gain d'énergie. Oui, gain d'énergie. Donc ça va baisser le prix de production d'électricité. C'est d'autant plus important qu'actuellement, à cause de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole et du gaz augmente. Donc il faut une efficacité énergétique. Cette centrale électrique va contribuer à cet aspect-là. Effectivement. Et il y a aussi un autre projet de station de dessalement de l'eau de la mer à Sfax. On va bientôt lancer des travaux de la partie centrale de ce projet. C'est un projet très grand, hein, ça coûte plus de 300 millions d'euros. Ça va produire 100 000 tonnes par jour de l'eau. Et 100 000 tonnes par jour, ça couvre les besoins de toute la population du métropole de Sfax. Et ce projet, il est planifié sur combien d'années? Je crois que ça va s'achever au bout de 3 ou 4 ans. C'est-à-dire 2025 2025, 2024, oui. Ils sont opérationnels, donc on va résoudre le problème de l'eau et du stress hydrique dans la région du centre de Sfax principalement. Revenons, Votre Excellence, si vous permettez, à la Tunisie, qui jouit d'une position stratégique très importante. Elle est sur la Méditerranée, mais aussi c'est une porte sur l'Afrique. Et il y a, ces dernières années, un intérêt japonais pour l'Afrique. Oui. Ce n'est pas récemment que nous avons commencé à nous intéresser en Afrique. C'est en 1993 que nous avons créé ce fameux forum qui s'appelle TICAD, Tokyo International Conference on African Development. Et nous allons organiser ce sommet à Tunis ce mois d'août. Donc, les 27 et 28 août. Donc, le 27 et 28 août, il y aurait une conférence qui a une réputation et d'une envergure internationale qui se tiendra en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette conférence? En quoi elle consiste exactement? Oui, c'est un sommet donc, au niveau de chefs d'État et de gouvernement. Et ça va réunir 54 pays africains normalement. Au niveau de chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons créé ce forum qui discute le développement africain
sur les deux principes. Le principe d'appropriation par l'Afrique elle-même, donc c'est l'Afrique qui prend l'initiative de développement, et l'autre principe c'est de partenariat international sur pied d'égalité. Donc les bailleurs de fonds comme le Japon apportent des contributions et des soutiens aux initiatives africaines définies par l'Afrique elle-même. Et donc c'est un nouveau modèle de développement de l'Afrique, différencié par rapport aux initiatives anciennes qui est caractérisé plutôt par des relations, le bilatéralisme voilà. Et entre les donneurs d'argent et de récipients d'argent. C'est pas ça. Donc c'est un nouveau modèle de coopération de développement africain. Et donc c'est la deuxième fois que nous organisons ce sommet en Afrique. Le premier sommet était organisé à Nairobi et au Kenya en 2016. Et le dernier sommet a été organisé au Japon en 2019. Et cette fois-ci, en 2022, à Tunis. Donc deuxième fois en Afrique. Donc c'est une conférence qui s'organise par alternance, une fois en Afrique, une fois au Japon, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais vous avez parlé de bailleurs de fonds. Est-ce qu'on peut avoir idée sur les caractéristiques de ces fonds et si on peut avoir une idée aussi sur le volume de ces fonds qui vont participer et leur importance? Il n'y a pas de volume défini, donc ça c'est en fonction des besoins de financement. Mais lors du dernier sommet de TICAD qui a été tenu en 2019 au Japon, le Premier ministre d'alors, M. Shinzo Abe, a annoncé que les investissements japonais sur les 3 prochaines années vont être de l'ordre de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Donc c'est à peu près cette dimension d'investissement qui va être mobilisée à travers la TICAD. Et vous savez que les Américains, ils ont un peu calqué cette démarche puisqu'ils ont créé en parallèle Prosper Africa, qui fait presque la même chose. C'est presque la même chose, mais les Américains sont arrivés un peu en retard. Non, je ne dirais pas ça, mais c'est le Japon qui a pris la première initiative de développement africain. Au début, c'était plutôt à travers les aides publiques, bien sûr. Mais petit à petit, le focus du sommet s'est déplacé vers les initiatives du secteur privé. Donc, cette fois-ci également, notre focus va être la reprise économique après le Covid, mais pas de la même façon qu'avant. Donc, avec plus de résilience par rapport au passé. Et la clé de cette résilience va être, par exemple, la digitalisation et l'économie verte, et aussi davantage d'investissements privés. Et donc, j'espère bien que la Tunisie va saisir cette opportunité. Ce n'est pas automatique parce que le sommet n'est pas un forum bilatéral, c'est un forum multilatéral. Tous les pays africains vont être bénéficiaires du sommet, mais la Tunisie, comme vous l'avez dit, est bien classée géographiquement, stratégiquement, et aussi au niveau de compétences et des ressources humaines. Donc, la Tunisie a la potentialité de jouer un rôle de plateforme pour les investisseurs japonais qui relie donc, un partenariat triangulaire
reliant les trois points, le Japon, la Tunisie et l'Afrique. L'Afrique. Effectivement, la Chambre de commerce tuniso-japonaise a multiplié les rencontres, que ce soit sectorielles ou régionales, ces dernières années. Mais est-ce que vous pouvez déjà avoir une idée sur les besoins de la Tunisie et que devrait présenter lors de cette conférence? Est-ce que vous pensez que le dossier tunisien, tel que là vous êtes en train de suivre avec la Chambre tuniso-commerciale, serait plausible pour les bailleurs de fonds lors de cette conférence? Oui, bien sûr, nous apprécions beaucoup les initiatives de Hedi Benabès et la Chambre de commerce tuniso-japonaise d'organiser plusieurs réunions sectorielles pour des projets concrets. Et il s'agit de domaines comme la technologie informatique, la santé, l'agroalimentaire, l'automobile, l'énergie renouvelable. Donc tous les domaines sont couverts et ils vont donc, dresser une sorte de livre blanc qui combine tous les projets concrets à proposer aux investisseurs japonais. Et donc nous attendons avec impatience la finalisation de ces projets. J'ai assisté à toutes les réunions et j'ai remarqué plusieurs projets très intéressants à mes yeux. Donc il ne reste qu'à trouver des partenaires japonais pour réaliser des investissements concrets. Donc nous finalisons toutes les réunions à la fin de ce mois, avant le mois de Ramadan. Et je crois que le mois de mai, après le Ramadan, la TABC, la Tunisian African Business Council, va organiser une FITA, une réunion sur le développement africain, et une séance va être consacrée à la TICAD. Donc peut-être des participants japonais pourront participer à cette initiative très importante. Et en même temps, nous organisons une visite du ministre des Affaires étrangères tunisien au Japon, accompagné par une délégation des hommes d'affaires, justement pour proposer ce livre blanc aux investisseurs japonais. Et au moment de la TICAD en août, quelques projets vont être signés, non? Carrément signés. Oui, carrément signés. D'accord. Les accords MOU vont être signés par des investisseurs japonais et des partenaires tunisiens, peut-être avec des partenaires des autres Africains. Donc, c'est une approche totalement différente. Si j'ai bien compris, il y aurait les 54 chefs de gouvernement ou leurs représentants présents ici en Tunisie. Il y aurait des hautes personnalités japonaises aussi, présentes aussi, mais il y aurait aussi des bailleurs de fonds, chose nécessaire pour l'économie tunisienne. Votre Excellence, vous avez évoqué tout à l'heure le problème du Covid-19. Vous avez dit avant Covid et après Covid. Je sais que pendant cette pandémie, vous avez beaucoup fait pour la Tunisie. Vous avez assisté la Tunisie comme il le faut. Et d'ailleurs, la relation sur ce plan entre les deux pays, même le peuple tunisien a été aux côtés du peuple japonais lors du dernier tsunami. Il a apporté son aide, mais toute chose est relative, bien sûr. Mais sur ce plan-là, n'est-il pas grand temps que l'on revoie le système de santé mondial pour qu'il y ait plus de justice? Je crois que la Tunisie s'en est sortie très bien de la pandémie avec toutes ses compétences et tous les efforts employés par tous les Tunisiens. Donc j'applaudis les efforts des Tunisiens qui ont bien maîtrisé et ils ont montré les exemples.
le Japon a pu apporter une petite contribution aux efforts tunisiens. Mais c'est bien sûr, comme vous avez justement remarqué, les Tunisiens ont apporté beaucoup d'encouragement quand les Japonais étaient en difficulté après le tsunami et le tremblement de terre. Donc c'est réciproque. Comme ça, il faut montrer la solidarité en temps de crise. Et oui, peut-être il y a des choses à faire pour un peu réformer la gouvernance de la santé, parce que la santé affecte tout le monde. Effectivement, avec ses droits d'auteur, avec cette réticence en matière du savoir-faire, ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir maintenant des médicaments, de la recherche, et c'est coûteux pour les pays, je dirais, émergents. Oui, vous avez raison de dire ça. Et en attendant cette réforme, il faut faire ce qu'on peut faire dans des circonstances données. Et en Tunisie, et je précise que nous avons par exemple fait le don d'équipements médicaux de haute technologie. Ce sont des produits japonais. Par exemple, nous avons donné d'équipements au service de soins intensifs et aussi néonatologie. Pourquoi néonatologie? Les femmes enceintes sont très fragiles au virus parce que l'utérus augmente, donc se gonfle pendant la grossesse, et donc ça impacte le poumon. Donc elles deviennent très fragiles au virus. Et il y a aussi des cas où les virus se transmettent au bébé dans l'utérus. Oui. Donc nous avons donné des échographes ultrasons et aussi des incubateurs pour des bébés qui sont nés prématurément. Donc nous avons sauvé, nous avons sauvé beaucoup de vies et de mères et de bébés par notre coopération. Donc je suis très fier. Et nous avons fait un nouveau don de 7,5 millions de dinars le mois dernier. J'ai signé avec le ministre Gérandi. Et donc ça permettra aussi de fournir d'autres équipements médicaux de haute technologie, et comme fibroscopie, endoscopie, des cathétérismes. Ce n'est pas seulement le Covid. Donc, il faut renforcer le système de santé entier. Vous avez de bons médecins, bons infirmières, vous avez de bons techniciens, radiologues. Il faut renforcer votre système avec notre petite contribution d'équipement. Donc tout est relatif, mais je reviens effectivement à la relation tuniso-japonaise et à ces 13 heures de vol qui séparent tous les pays. Mais aussi, la technologie peut nous rapprocher davantage. Et qu'est-ce que le Japon propose dans ce domaine? Comment le Japon pourrait, qui est en pointe dans ce domaine, c'est l'un des pays les plus avancés sur ce plan, comment le Japon pourrait assister ou aider la Tunisie à dépasser le cap d'un pays émergent pour devenir l'un des pays pionniers en matière de nouvelles technologies? Donc la clé, c'est l'ouverture vers d'autres pays africains. La Tunisie a la potentialité de devenir une plateforme, une porte d'entrée pour l'Afrique. Nous développons actuellement un projet triangulaire de coopération en se basant en Afrique, en se basant en Tunisie.
Il y a un institut supérieur de la technologie médicale de El Manar à Tunis. Ils font un curriculum de formation des ingénieurs médicaux avec notre coopération. Et nous avons aussi fourni quelques équipements médicaux pour la formation et ils vont recevoir des techniciens, des ingénieurs de l'équipement médical des autres pays et nous allons former ensemble. Et comme ça, la Tunisie peut devenir un hub de développement de santé en Afrique. Et il y a un autre projet qui est en train d'être fait avec l'hôpital de Charles-Nicolle. Voilà. Il y a plusieurs laboratoires à l'hôtel Saint-Nicole qui analysent des différentes choses dans le monde médical. Et donc nous allons faire un laboratoire conjoint qui peut servir de hub pour les laboratoires africains. Donc c'est un hub régional, peut-être dans le nord de l'Afrique, avec les autres pays maghrébins. Et donc comme ça, la Tunisie peut servir de centre régional de tous les services médicaux. Mais on dit aussi, Votre Excellence, que pour assurer une réussite d'un projet ou d'un échange économique et même commercial, il faut associer toujours le culturel. Et sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites, je crois. Sur le plan culturel, je suis fier de ce que j'ai pu faire pendant ces 3 dernières années. Et le récent exemple, c'était le Focus Japon que nous avons réalisé avec un succès à l'Institut de la Culture et avec toutes les contributions du ministère de la Culture. On va faire profiter nos téléspectateurs de quelques extraits. Ah. Merci beaucoup. Merci à vous, vous avez fourni le VTR qu'il faut. Et nous allons faire la 2e édition de ce Focus Japon ce week-end. Je ne sais pas si votre émission va être diffusée avant le week-end. Mais... On va être diffusé le vendredi. Nous, on est diffusé le vendredi, on est rediffusé le dimanche. Mais certainement, on va se rattraper, on va rediffuser des extraits le vendredi 18. Ah, ok. Donc, c'est un événement culturel qui présente plusieurs aspects de la culture japonaise, commencer par l'écrivain japonais qui s'appelle Haruki Murakami. Et c'est un écrivain qui est toujours sur la shortlist des prix Nobel de littérature et qui suscite beaucoup d'engouement, d'intérêt chez les amoureux de la littérature. Et on va faire la projection, par exemple, d'un film basé sur son roman.
C'est une histoire un peu sentimentale d'un homme qui a perdu sa femme, mais il sait que sa femme avait des aventures avec d'autres hommes. Donc il s'interroge pourquoi sa femme avait fait ces aventures avant sa mort. Et donc il a fait, il est monté dans un taxi et il a fait des échanges avec la chauffeuse. D'accord. C'était une femme, une autre chambre. Mais à partir des échanges, il a découvert qui a motivé sa femme. Peut-être c'était à cause de la perte de leur fils, des choses comme ça. Donc c'est une très belle histoire. Donc ça vaut le coup d'aller le regarder. Et il y a aussi d'autres aspects comme Ça va se passer en langue japonaise ou ça va avec être le sous-titrage français, oui, le sous-titrage français. On va pouvoir comprendre quelque peu la manifestation. Ça se passe donc le samedi. Samedi 12 et 13, dimanche 13. À la maison à la Cité de la Culture. À Tunis, avenue Mohamed Khams. Voilà, j'invite nos téléspectateurs à être présents. Ça se passe sur invitation ou c'est ouvert pour tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde, au grand public, à la limite des disponibilités des places. Voilà. Donc il faut s'inscrire sur le lien de la Cité de la Culture pour avoir des places. Et voilà. Mais votre contribution sur le plan culturel ne s'arrête pas à cette manifestation? Bien sûr, bien sûr. Sur le plan culturel, il y a d'autres projets. On va participer à la JCC, les journées cinématographiques de Carthage, le festival de Carthage. Il y a plusieurs occasions auxquelles le Japon participe normalement très activement. Donc il y a des événements qui viennent prochainement également. Vous avez maintenant aussi, il y a une nouvelle mode, c'est de faire de la société civile un secteur économique à part. Et vous avez déjà entamé cette procédure et vous avez pas mal de contacts avec la société civile tunisienne. Oui, surtout dans des projets socio-économiques. Voilà. Nous favorisons des régions intérieures et aussi des couches sociales un peu nécessiteuses. J'ai visité beaucoup de centres, par exemple, de centres de soins pour les personnes handicapées. Et récemment, j'ai visité Benguirdan, dans le gouvernorat de Médine, pour donner un minibus pour que les handicapés puissent faire des trajets entre les centres de soins et les chez eux. Et récemment aussi, j'ai visité un centre à Ariana. C'est un centre qui développe de nouvelles méthodes de thérapie et nouvelles méthodes de soins éducatifs pour des personnes handicapées et à travers l'agriculture. Donc, à travers le travail agricole et le contact avec les animaux, les handicapés peuvent développer leur capacité au mieux. Ce sont des projets qui sont faits selon notre philosophie de développement qui s'appelle la sécurité humaine, qui consiste à donner toutes les opportunités aux personnes vulnérables de s'épanouir, même les personnes handicapées, les enfants délaissés, les
enfants sans soutien familial. Donc nous visons cette catégorie de personnes quand on fait des coopérations avec la société civile. Mais aussi, vous faites beaucoup pour les femmes. Pour les femmes, c'est plutôt pour l'autonomisation des femmes. Nous avons un projet dans le gouvernorat de Siliana pour aider aux femmes d'être économiquement indépendantes. Il y a des femmes rurales qui font du fromage Oui. à partir de lait. Et du lait est difficile de conserver, bien sûr, donc il faut transformer le lait en fromage. Et il faut des conditions très très délicates parce que le lait c'est très sensible. Il faut la chaîne de froid, il faut respecter la chaîne de froid Oui. et tout ça. Donc, quelle a été l'intervention de votre ambassade? Et notre intervention était un financement des équipements à travers une fondation, à travers une société civile, pour donner des équipements de chaîne de froid et de production de fromage, et aussi de production de pâtisserie. Et nous avons fait d'autres projets pour faciliter la production d'artisanat, par exemple. Donc, comme ça, nous aidons l'autonomisation des femmes rurales. Nous passons parfois par les organisations des Nations Unies. Il y a une organisation qui s'appelle UN Women, qui font des activités similaires de l'autonomisation des femmes. Donc nous coopérons, nous allons faire une cérémonie la semaine prochaine pour lancer notre projet conjoint de formation des femmes dans ce but-là. Votre Excellence, il y a aussi un secteur d'une importance extrême en Tunisie et qui est relativement sinistré. Je veux parler du tourisme. Et sur ce plan, je crois qu'il y a beaucoup à faire avec le Japon. Les Japonais sont de bons touristes. Effectivement. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ils préfèrent Paris à Tunis. Non. Je crois que selon les goûts de chaque Japonais, Est-ce que je vais être franc, est-ce qu'on a été défaillant en matière de communication sur le Japon? On n'a pas su toucher le public japonais. Mais avant la révolution, le nombre de touristes japonais était en augmentation constante. On a dépassé le cap de 1000 touristes par an, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres pays, mais c'était en augmentation. Mais la révolution et ensuite les attaques terroristes contre le musée de Bardo, qui a causé les pertes de vie chez les Japonais aussi. Et donc le gouvernement japonais était obligé d'élever le niveau d'alerte. Donc les touristes japonais ont stoppé de venir en Tunisie pendant quelques années. Mais en 2018, nous avons encore une fois baissé parce que le risque de terrorisme a sensiblement baissé en Tunisie. Et même dans la région de désert, donc comme 12 de Tozur, les touristes japonais ont commencé à visiter et dans l'année 2019. Mais dans l'année 2020, le Covid a affecté le tourisme. Et donc les Japonais ont encore une fois stoppé de venir. Mais je crois que le Covid va peut-être pas disparaître, mais s'atténuer sensiblement. J'espère bien que les touristes japonais vont reprendre leur chemin vers la Tunisie. Mais pas massivement,
Mais je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la Tunisie, surtout avec l'histoire et aussi les monuments historiques et culturels. Vous avez beaucoup d'héritage de l'UNESCO, oui. Et les Japonais sont très intéressés à visiter ces héritages culturels et historiques. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'organisation de la conférence TICAD 8 pour promouvoir la Tunisie par la même occasion? Vous avez raison. Heureusement, la TICAD va se tenir au mois d'août, en pleine saison touristique. Donc, à travers le média japonais qui va inéluctablement accompagner le Premier ministre japonais. Et ils vont filmer de beaux paysages de la Tunisie, de Sidi Saïd, le soleil, la plage, aussi des monuments historiques. Donc, en regardant cette image, les Japonais vont sûrement s'intéresser à visiter la Tunisie un jour comme touristes, et des hommes d'affaires japonais qui vont accompagner le Premier ministre vont raconter les impressions qu'ils auront sur la Tunisie. Donc la balle est dans le camp tunisien pour profiter de cette occasion pour promouvoir et le tourisme, mais aussi un élément très important, l'huile d'olive tunisienne aussi. Je crois que les Japonais n'ont pas une idée sur l'huile d'olive tunisienne. Non, les Japonais ont inconsciemment déjà goûté le vin, non, pas le vin, l'huile d'olive tunisienne, parce que les huiles d'olive tunisiennes sont exportées vers l'Europe. Voilà. Et ils ont mis en bouteille en Europe comme des... Malheureusement, la plus-value, c'est les Européens qui en tirent profit. Oui, mais les Japonais ont déjà goûté l'huile d'olive tunisienne. Et donc, il faudrait trouver peut-être un moyen d'acheminer directement ce produit vers le Japon. Oui. Avec l'handicap le plus important, c'est le transport qui devient de plus en plus cher. Ça, il faut le reconnaître. Mais depuis l'Europe et depuis la Tunisie, c'est la même chose. Oui, donc, il n'y a pas handicap pour l'huile d'olive tunisienne, mais c'est plutôt la question de marketing. Hein. Donc, parce qu'il y a une perception chez les Japonais que l'huile d'olive doit être italienne ou espagnole. Et donc, ils ne savent pas la qualité de l'huile d'olive tunisienne. Mais je crois qu'avec le bon marketing... Donc il y a un effort qui doit être fait par les Tunisiens pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne auprès du Japonais. Et pour cela, il faut trouver un bon partenaire japonais qui importe des produits tunisiens. Donc, je vais revenir au TICAD, ça va être l'occasion pour trouver le bon partenaire. Votre Excellence, il y a un sujet qu'il faut aborder absolument. Les jeunes Tunisiens se sentent frustrés, parce qu'ils ne voyagent plus. Vous voyez, là où ils veulent aller, même pour un court séjour, ils sont dans l'impossibilité de le faire à cause de ce problème de visa. Et même notre partenaire qu'on adore, qu'on aime, le Japon, il a instauré le visa. Donc, il y a une possibilité de revoir cette décision. Non, c'était une décision qui s'applique à tous les pays. Ce n'est pas uniquement la Tunisie, c'était à cause de Covid. Oui. Mais c'est temporaire. Donc dès que le Covid s'en va, on va réinstaurer le régime de non-visa. Donc les hommes d'affaires tunisiens, les étudiants tunisiens, les ingénieurs tunisiens seront libres à venir. Vous avez parlé d'élite, d'ingénieurs, et les autres, ils n'ont pas le droit de voyager? Le jeune Tunisien qui est encore, qui n'a pas son bac, qui n'est pas ingénieur,
C'est-à-dire, est-ce que vous ciblez seulement l'élite des Tunisiens qui sont en droit de voyager au Japon ou c'est tous les jeunes qui sont en droit? Non, je ne sais pas si ils sont intéressés à venir au Japon. Mais même pour découvrir, pour voir, il faut bien encourager ces jeunes. Oui, en tant que touristes, ils sont tout le temps bienvenus à venir au Japon, mais pas pour travailler illégalement, hein. Mais l'immigration. Mais là, je ne parle pas de travailler. L'immigration, elle est organisée autrement. Il y a l'agence de coopération technique qui organise tout ça. Et on voudrait bien voir un peu plus d'intérêt pour les jeunes Tunisiens. Mais je parle de jeunes Tunisiens qui voudraient aller en touriste au Japon. Pourquoi créer tous ces obstacles? Déjà, le Japon, ce n'est pas à portée de tout le monde. C'est cher, c'est loin. Mais si jamais il veut se sacrifier et aux dépens d'autres dépenses, il veut voyager au Japon. Non, j'ai mal compris. Non, des obstacles sont temporaires à cause du Covid. Donc, dès que le Covid... il y a espoir de 15 jours, dans un délai très très prochain, qu'on cesse de demander les visas. Je ne peux pas dire quel délai, mais cette restauration de visa, c'est lié au Covid. Lié au Covid-19. Donc, si ça s'atténue, que ça disparaisse, donc les jeunes, le Tunisien pourrait revoyager au Japon sans problème. Comme touriste. Comme touriste. Mais tous les touristes étrangers sont interdits au Japon maintenant, hein. Oui. Il n'y a que des voyages d'affaires et il n'y a que des étudiants qui font des études au Japon sont admis. Les touristes, il n'y a aucun touriste étranger au Japon actuellement. Le Japon est parmi les pays qui sont le plus stricts en matière de restrictions à cause du Covid. Donc nous avons fermé notre frontière pendant quelques mois, surtout avec l'Omicron, depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Il n'y a aucun étranger qui puisse entrer au Japon. Mais une fois cette crise passée, on pourrait revenir au normal sans aucun problème. Sans aucun problème, sans aucun problème. Ça c'est très rassurant, votre Excellence. Donc, je reviens à... Et puis, je dois ajouter une chose. Même si pour travailler au Japon, bien sûr, les ingénieurs et les techniciens sont déjà bienvenus, mais nous avons aussi ajouté des travailleurs moins qualifiés, voilà. comme... C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. Oui, mais il y a bien sûr des conditions. Il y a bien sûr des conditions. D'abord, dans les domaines qui ont besoin de main-d'œuvre, voilà. Comme la restauration, la construction, l'agriculture, le mécanique de voitures, des métiers comme ça. Et il faut qu'ils parlent minimum de japonais. Ah, d'accord. Oui, parce que il y a des tests d'aptitude pour la langue japonaise, donc il faut qu'ils puissent... Si j'ai bien compris, Votre Excellence, si jamais un jeune Tunisien non qualifié voudrait partir au Japon, il doit commencer par apprendre la langue japonaise, et puis comment il doit faire, à qui il doit s'adresser pour postuler pour un poste au Japon. Il faut postuler aux postes qui sont nécessaires, non? D'accord. Donc, il faut un contrat entre l'employeur japonais et... Il n'y a pas un intermédiaire à qui s'adresser? Oui, il y a des intermédiaires privés. Il n'y a pas des intermédiaires publics. Donc, une fois sur Internet, il peut chercher, il peut naviguer pour trouver ces partenaires-là. D'accord. Donc, pour les jeunes Tunisiens, n'ont qu'à étudier le japonais, puis entrer sur Internet
pour chercher ces intermédiaires pour leur faciliter la chose. Oui. Donc, Mm. mais on oublie aussi les autres, les vrais ambassadeurs, ceux qui partent étudier des deux côtés. Mm. Ceux qui partent étudier au Japon, mais aussi Mm. les Japonais qui viennent étudier en Tunisie, Mm. particulièrement ceux qui étudient la langue Arabe. en Tunisie. Mm. Mais ce genre de coopération est très très important pour les deux peuples tunisiens. Mm. Est-ce que vous comptez développer encore davantage ces échanges? Oui, avant le Covid, il y avait toujours des étudiants japonais qui séjournaient Mais le nombre était limité. Le nombre est limité parce qu'il n'y a pas de bourse, non? Il n'y a pas de bourse pour faciliter des étudiants japonais à venir en Tunisie. Mais dans l'autre sens, il y a des bourses offertes par le gouvernement japonais, bien que le nombre soit limité, il y a une dizaine par an. Mais il y a des étudiants tunisiens qui bénéficient de cette bourse chaque année pour faire des études post-licence, master, doctorat, ou bien des études d'ingénieur. Il y a deux types de bourses. Donc, ils vont même actuellement, même pendant la période de Covid, prochainement au mois d'avril, nous allons envoyer 7 boursiers aux divers domaines. Je vais organiser une réception pour bien souhaiter la chance. C'est une bourse très généreuse. Ils sont bien payés, non seulement des études, mais aussi pour des frais de séjour. Donc, j'espère bien que le plus grand nombre d'étudiants tunisiens postulent à ces postes, à ces bourses, dans l'avenir également. Je suis un peu votre activité en Tunisie et vous avez un intérêt particulier pour tout ce qui est activité locale et particulièrement dans les opérations de jumelage entre les localités ou entre municipalités. Quel est le sens de cet intérêt? Oui, ce jumelage est confronté parfois aux difficultés de pérennité, parce que maintenant toutes les collectivités locales, soit au Japon, soit en Tunisie, ont des difficultés financières. Donc ils ne peuvent pas soutenir des activités comme des échanges de jeunes, des choses comme ça. Nous avons un jumelage, par exemple, entre la ville de Nabu et la ville de Seto. Ce sont les deux villes qui sont connues pour la céramique. C'est pour ça qu'ils ont noué ces relations. Mais récemment, la céramique est un peu en déclin, hein, oui, comme une industrie de faire des poteries et des choses comme ça. Mais ce sont des céramiques de Seto, ça aussi, oui. Donc, ce sont des œuvres d'art. Donc, il y a des artistes de céramique comme ça. Donc, on peut faire des échanges d'expertise dans ce domaine, mais il y a aussi une application industrielle. Céramiques sont maintenant utilisées comme des isolations. Oui, donc les industriels de Seto ont développé cette exploitation comme des fins industrielles. Et peut-être ça va être utile pour les céramistes de deux pays de faire des échanges sur cette particularité. Et donc, on a essayé de faire une visite mutuelle entre les deux villes avant le Covid, mais à cause du Covid, ça a été suspendu. Mais on peut redémarrer cet échange. Et il y a une autre idée de faire des relations, pas de jumelage, mais coopération réciproque entre la ville de Monastir
et la ville de Ishinomaki. C'est une ville qui a été affectée par le tsunami et le tremblement de terre. Et Monastir, bien sûr, c'est une ville natale du président Bruguiba. Donc le maire de Monastir nous a proposé la coopération avec la ville de Ishinomaki. Et on va organiser une vidéoconférence entre les deux maires à la fin le mois prochain. Et peut-être ils vont trouver des domaines de coopération. Ce sont les deux villes qui sont tous les deux développées sur le plan académique. Le Monastir a une très bonne université et Ishinomaki a aussi un institut d'enseignement supérieur. Il y a d'autres, par exemple la pêche et aussi l'huile d'olive. Oui, effectivement. C'est l'occasion. Votre Excellence, je ne peux pas clore cette interview sans évoquer la problématique ou ma crainte personnelle que tous ces rêves, tout ce dont on parle aujourd'hui va s'évaporer à cause de ce conflit qui est à l'Extrême-Orient, particulièrement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est très préoccupant. Donc nous sommes contre, bien sûr, l'agression et l'invasion de la Russie en Ukraine. Et c'est une guerre qui affecte l'ordre international d'une façon violente. C'est une violation claire du droit international. Donc je suis très reconnaissant à la Tunisie et d'avoir soutenu la résolution des Nations Unies contre cette agression de la Russie. Et cette guerre va aussi augmenter le prix du pétrole et du gaz naturel, aussi du céréales. L'économie déjà fragile de la Tunisie va être encore aggravée par cette guerre, et surtout chez les couches sociales vulnérables. Donc nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution et l'impact de cette guerre sur l'économie tunisienne. Nous avons un programme, nous discutons avec la Banque mondiale à propos d'un programme de protection sociale destiné à financer des aides sociales pour les familles nécessiteuses. D'après le ministère des Affaires sociales, les familles nécessiteuses sont dans l'ordre de 300 000 ménages. Et ça, donc 300 000 ménages, ça représente à peu près 2 millions de population. Et ce programme donc permet de distribuer l'assistance sociale en espèces pour les familles nécessiteuses. Et la Banque mondiale a déjà commencé ce programme depuis l'année dernière. Donc nous sommes en discussion avec la Banque mondiale et aussi le ministère des Affaires sociales pour apporter notre contribution à ce programme. Peut-être avec la crise en Ukraine, il faudrait peut-être accélérer le processus d'études. Voilà, Votre Excellence. Donc, avant de vous remercier, je voudrais revenir sur votre visite aux 24 gouvernorats de la Tunisie. Il y a certainement un site qui vous a retenu plus que d'autres, auquel vous voudriez revenir le plus souvent.
Peut-être Table de Jugourta, Ah oui. dans le gouvernorat de Kiev. Oui. Oui, j'aime bien ce gouvernorat. C'est à côté de la frontière algérienne. Il y a une belle histoire à propos de ce site naturel et historique. Et il y a aussi des intérêts culinaires là-bas. Il y a couscous borsgen, non? Voilà. Avec, avec des fruits secs et avec la sauce spéciale. Mais pas seulement le gouvernorat de Kiev. J'ai visité tous les 24 dernièrement. J'ai visité le sud de Tozeur, Tatavine, Kiribia, Kibili. Donc oui, je veux revenir dans tous les gouvernements que j'ai visités Mais déjà. particulièrement le Kiev aussi. Parmi les autres. Votre Excellence, merci. C'est aimable de votre part de nous recevoir. Je trouve que c'était très intéressant de vous interviewer. Merci encore au revoir et à très très bientôt. Très bientôt, surtout à la Cité de la Culture ce week-end. Rendez-vous ce week-end, vendredi, pour ceux qui sont intéressés. Rendez-vous ce week-end à la Maison de Culture. Ils peuvent entrer sur le site de la Cité de Culture pour prendre rendez-vous et pour faire une réservation. Merci, Votre Excellence. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci. حياة هي شركة تأمين على الحياة من أقدم شركات تأمين على الحياة في تونس. تأسست عام 1987. سنة إن شاء الله on fête nos 35e anniversaire. ومن أكبر شركات تأمين على الحياة وهي مختصة في التأمين على الحياة في تونس. من أكبر الشركات من حيث عدد الحرفاء والشيفر دافير نتاعها. اليوم باش نحكي لكم شوية على تأمين على الحياة وشنو هو التأمين على الحياة قبل كل شيء. تأمين الحياة هو فرع من فروع التأمين ويهم بصفة خاصة التأمين على حياة مكتتب العقد للتأمين على حياة، سواء في حالة الحياة نتاعو ولا في حالة الوفاة نتاعو. شنو تمكن الكونترا هذايا؟ الكونترا هذايا نتاع تأمين الحياة يمكن من تكوين أموال بعد مدة معينة لصالح المستفيد من العقد اللي عمله المكتتب. وهذايا اما في حاله حياه المكتتب العقد ولا في حاله وفاه نتاعو. اذا في حاله حياه المكتتب ينجم يكون المستفيد من العقد هذايا هو المكتتب بيدو، معناها لو سوسكريبتور دو كونترا، السيد اللي عمل الكونترا. ولا في حاله الوفاه نجم تكون العائله نتاعو. دونك الاهداف نتاع تامين الحياه بصفه عامه وباش نلخصوا لكم هما مساعده على الادخار معناها للحريف وحماية الحريف والعائلة متاعو في حال حدوث وفاة متاع الحريف هذا. وهذا يمكن العائلة متاعو من مجابهة معناها لي كونسيكونس معناها فينانسيير متاع وفاة معيل العائلة عن طريق سواء نعطيوه معناها ان كابيتال متفاهمين فيه من الاول ولا عن طريق جراية تسند للعائلة متاعو في حالة وفاة مكتتب العقد هذا. التأمين على الحياة في تونس يمثل بريسك 25% من مجال التأمين في تونس كاملة، في مجال التأمين الكل. وهذايا معناها بعيد شوية عن النسبة العالمية. اليوم في العالم تأمين على الحياة، قطاع تأمين على الحياة يمثل بريسك 50% من تأمين في تونس في العالم. و دونك التأمين على الحياة في تونس قاعد منحصر بشكل كبير في التأمين في حالة اللي يواكب القرض. وقت ناخذ قرض اون جينيرال من عند بنكة جينيرالمون البنكة معناها تطلب تأمين على القرض هذا لفائدتها. معناها في حال وفاة المقترض الكابيتال هذاك اللي هو اسيوري يمشي للبنكة.
وفي كثير من الأحيان معناها التوانسة ما عندناش فكرة على تأمين الحياة أبار الكوتي هذا اللي راهو فيه معناها إجبارية التأمين على الحياة. احنا دورنا كشركات تامين نقربوا التامين هذا للناس كل وللمواطنين الكل، لانه يمكنهم من حمايتهم هما بصفه عامه وبصفه خاصه، وحمايه عائلاتهم. كيفاش حمايتهم هما؟ حمايتهم هما في حاله وقت مثلا لتكوين اموال للروتريت مثلا، باش يعمل هو جرايه تقاعد، باش نعاونوه باش يكون جرايه تقاعد عن طريق ادخار على حسب الريتم نتاعو هو، معناها كل شهر كل عام كل قدير وقدره باش يكون جرايه تقاعد. ولا مثلا ينجم يكون زاده باش يكون اموال باش يقري بيهم صغارو، سي بورس ديتود معناها منحه دراسه لاولادو ملي صغار نكونوا لهم منحه هذه، والمنحه هذه نصبوها بشويه بشويه هذايا في لي برودوي اللي نتاع التامين على الحياه، باش النهار اللي هو يحب يقريه في الجامعه ولا يحب يقريه لبرا ولا حتى ينجم يكون باش يعطيه شويه فلوس باش يبدا بهم حياته العمليه، يلقى عنده اون انفلوب يعاونوا بها سواء باش يقرا سواء باش يعمل مشروع اللي هو. دونك اون فيت لاسيرونس في التامين الحياه يمكن المواطن التونسي من حمايته هو شخصيا، حمايته من الاخطار الماليه اللي ينجم يتعرض لها، وحمايه مستقبله ومستقبل صغاره. هذاك علاش المشرع في تونس معناها يعطي في امتيازات جبائيه اللي ولات مهمه بصفه كبيره، سورتو من الوا دو فينانس نتاع 2021، امتيازات جبائيه مهمه باش يشجع المواطن على الادخار. الامتيازات الجبائيه هذه وصلت في قانون الماليه نتاع 2021 الى 100,000 دينار. بيان سور لازم ان مينيموم دامبو باش يخلصوا، معناها سا بيرمي اون فيت باش ينقص المواطن نتاعو بريسك 50% من الامبو نتاعو، 55% بور ايت اكزاكت، دون لا ليميت نتاع 100 مليون اللي حكينا عليهم. معناها نجم يحط جوسكا 100,000 دينار في لاسيورونس في، و 100,000 دينار هذه تتنحى له من قاعده الدخل نتاعو، دونك تتنحى له من قاعده الدخل باش ينقص له الاداء على الدخل نتاعو. دونك الربح اللي ينجم يربحه في الامبو ينجم يوصل 35% من اللي حطه هو، دونك ينجم يوصل حتى 35 مليون من 100 مليون اللي حطهم على الكونترا نتاعو. وهذه امتيازات كبيره بالحق ما كانتش معناها موجوده في السابق، واحنا كشركات تامين وكقطاع معناها حكينا نظرنا عليهم عندنا مده، وباش نشجعوا المواطن التونسي على المساهمه في قطاع التامين. علاش؟ شنو اهميه قطاع التامين في الاقتصاد؟ قطاع التامين في الاقتصاد سورتو قطاع التامين على الحياه يشجع الادخار على المدى المتوسط والطويل. وقت نقولوا يشجع على الادخار على المدى المتوسط والطويل شنو معناها؟ معناها يبرمي دو فينانسي ليكونومي. احنا عندنا مشكله في تونس يظهر لي بدينا نلاحظوا فيها اكثر واكثر سورتو في العشريه الاخرى، اللي نسبه الادخار الوطني في تونس طاحت برشا، كانت في حدود اكثر من 20% في العشريه اللي فاتت 2010 وطاحت حتى 9% عام 2020 و4.9% في 2021. وهذا والمشرع انتبه للوضعيه هذه ويحاول يشجع التوانسه باش يدخروا. علاش لازم التوانسه يدخروا؟ باش هذا الادخار هذاك يمكن من الاستثمار في الاقتصاد التونسي، ويمكن من تسديد حاجات الدوله عن طريق معناها المساهمه في نفقات الدوله. الدولة قاعدة تقترض بصفة كبيرة كما الناس كل تعرف، والاقتراض هذايا معناها نساهموا فيه احنا كقطاع تأمين، لأنه المساهمات نتاعنا محددة بالقانون. دونك احنا كقطاع تأمين نساهموا بنسبة كبيرة في اكتتاب القروض الوطنية هذه وفي الخزانات اللي تصدرهم الدولة. دونك الدور نتاعنا في تمويل الاقتصاد بصفه عامه وموارد الدوله بصفه خاصه مهم برشا. دونك هذاك علاش المشرع ينمي معناها لي زانسيتاسيون هذوما باش نشجعوا المواطن التونسي على الاكتتاب في عقود التامين على الحياه.
بالاضافه للامتيازات الجبائيه اللي حكينا عليها واللي تمثل ان سورس دو دريناج دو ليبارني كبيره برشا ولات في العام الاخر هذايا. على تيتر ديكزومبل الشيف التفاعل نتاع حياه عمل قفزه نوعيه باكثر من 38% سنه. فما امتيازات اخرى في عقود تامين على الحياه اللي ساعات تغيب عن النظر المساهمين والمواطن التونسي بصفه عامه. عقود تامين على الحياه هي عقود وين المردوديه نتاعها معروفه مسبقا، دونك ما فماش ان ريسك اون انفستيسون في لي كونترا داسيورونس في. الانسان يعرف كل عام قداش باش يتحصل كمردوديه في اخر العام، بالاضافه الى ارباح تتعطى اون فونكسيون من لي ريفونو اللي شركه تامين الحياه تخرجهم من تثمين الاموال اللي يعطيهم لها مكتتب العقد. يساهم تأمين على الحياة في الحماية المالية للأشخاص والأفراد عن طريق زوز طرق. الطريق الأول هو تكوين الأموال وتثمير الأموال على المدى المتوسط والطويل. تكوين الأموال وتثميرهم لأغراض متعددة، نجم تكون أغراض لتكوين جراية تقاعد تكميلية، ولا لتكوين منحة دراسة للأبناء، ولا تو سامبلومون باش يكون راس مال يبدا به مشروع ولا يعمل به لاكيزيسيون نتاع الدار نتاعو. هذه الغاية الأولى. والغاية الثانية هي حماية أفراد العائلة. نحمي أفراد العائلة وقت المكتتب العقد لا قدر ربي يتوفى، على العائلة نتاعو عندها مورد رزق، عندها ان ريفونو باش بور رومبلاسي البير دو ريفونو نتاع المعيل نتاعها. هذوما الاغراض معناها المهمين الزوز الكبار نتاع التامين على الحياه، وهذاك علاش مهم بالنسبه لكل تونسي يامن على الحياه نتاعو حمايه ليه هو وللمستقبل نتاعو، وحمايه لمستقبل اولاده ومستقبل عائلته. والتامين على الحياه ينجم يبدا راهو بمبلغ بسيط، معناها ماناش اللي با اوبليغاتوار باش واحد يحط معناها مونطون كبير برشا. اي نجموا نبداو فما معناها اكتتاب يبدا ب 30 دينار في الشهر، معناها سي ان بو دو ليبارني فورسي باش واحد يلقاها نهار اخر وقت يستحقها. وهو سي ان انفستيسمون ا لون تيرم، معناها المشرع وغرض المشرع هو نساعدوا الادخار ا لون تيرم، خاطر هو فيه منفعه للفرد والعائلته من ناحيه وللاقتصاد الوطني من ناحيه اخرى، عن طريق الاستثمار في الاقتصاد الوطني وعن طريق معناها لا بروغريسيون تاع لو تو ديبار ناسيونال اللي هو مهم ياسر بالنسبه ليزيكيليبر ماكرو ايكونوميك نتاع البلاد. السؤال اللي يطرح نفسه توا التساؤل اللي عندنا كقطاع كاقتصاد هو علاش اليوم تأمين الحياة يمثل كان نسبة صغيرة في الاقتصاد الوطني. النسبة المساهمة نتاعو اليوم اسليميت 0.56% من الناتج القومي الخام، مقارنة ببلدان أخرى اللي كما المغرب مثلا مش بعيد علينا المساهمة نتاعها في حدود بريسك 2%، يعني 3 أضعاف ولا 4 أضعاف المساهمة نتاع تأمين الحياة في تونس. هذايا ضعف معناها مربوط بعدة عوامل، أهمها هو العامل الأول هو عن الإنفاق نتاع التونسي على تأمين الحياة قاعدة ضعيفة. الإنفاق متوسط الإنفاق في تونس هو 56 دينار في العام. كل مواطن تونسي ينفق في 56 دينار في العام في تأمين الحياة، مقارنة بالمواطن المغربي اللي يصرف حتى 200 دينار. وعلى مستوى العالم مستوى الإنفاق يوصل 1000 دينار كل مواطن في العالم على تأمين الحياة. كيفاش باش نطلعوا في النيفو هذايا؟ النيفو هذايا أول حاجة المشرع عاوننا بالامتيازات الجبائية هذيا، ويعاون في الاقتصاد عن طريق الامتيازات الجديدة هذيا نتاع 100,000 دينار. واحنا كقطاع تامين الهدف نتاعنا هو نزيدوا نقربوا من المواطن ونزيدوا نفسروا له
وعندنا اليوم عن طريق النيابات نتاعنا المنتشره في كامل انحاء الجمهوريه، عندنا مثلا احنا كتأمينات حياه عندنا بريسك 120 نيابه تامين في مختلف الولايات، وكامل القطاع معناها عنده نيابات في كامل تراب الجمهوريه. وعندنا زاده ايفور لازمنا نعملوه عن طريق تقريب تأمين الحياة من فهم ووعي المواطن التونسي عن طريق سواء دي كومباين دو كومونيكاسيون. هما بداوا عندهم توا لي دانيير زاني سورتو مع الانفلوب هذه جديده، يا دي كومباين دو بلوز اون بلوز امبورطونت في المارشي التونسي، وعن طريق تسهيل واحداث معناها عروض تلائم امكانيات ومتطلبات المواطن التونسي. اليوم احنا مثلا عند حياه عندنا دي كونترا نجموا نبداو بهم ب 30 دينار في الشهر، وينجم يكون الفيرسمون فيهم ليبر، معناها وقت الانسان عنده شويه فلوس ينجم يحطوا في الكونترا هذايا باش يعاون بهم روحه نهار اخر ويلقاهم ليه هو ولعائلته. نحكيو برشا على المواطن التونسي وعلى الوفات اللي هو لازم معناها يحتاط المستقبل نتاعو ومستقبل عائلته. مي هنا ما نساوش دور الشركات. اليوم كيما فما دي كونترا انديفيدويل فما دي كونترا كوليكتيف، معناها فما دي كونترا ينجم واحد ياخوهم شخصيا وفرديا، وتنجم تكون زاد الشركات تاخذ بصفه جماعيه بالنسبه للاجراء نتاعها، تاخذ لهم ان كونترا كوليكتيف باش هما يكونوا فيه اموال سواء لمدى محدد من 8 سنوات فما فوق، سواء باش يكونوا به جرايه تكميليه للتقاعد. والحق هذايا سي ان فينومين اللي هو سي دي تيب دو كونترا اللي موجودين في العالم بصفه كبيره، وهما جزء من نسميوهم من لي زانسانتيف، معناها من الباكيج اللي نعطيوه للاجير، كيما نعطيوه شهريا، نعطيوه تامين على المرض، زاد نجموا نعطيوه تامين على الحياه بغيه تكوين جرايه التقاعد. والمشرع حتى هنا بالنسبه للعقود الجماعيه عمل تحفيزات وتسهيلات باش يشجع الشركات اللي هي باش هي تساهم في لي كونترا هذوما وتمكن الاجراء نتاعها من تكوين منحه تقاعد تكميليه. كما تعرفوا اليوم السيستم تاعنا نتاع الروتريت يعطي منحه جرايه اللي هي معناها ديبون دو مونطون اللي حطيناه وديبون دو مونطون دي كوتيزاسيون نتاعنا توت لون دو لا في. واشكال من الاشكاليات اللي يطرحها نظام التقاعد سي كو اليوم احنا في مجتمع جلوبالمون اللي قاعد يكبر، معناها متوسط العمر نتاع التوانسه قاعد يكبر. معناها باش نعطي جوست ان اكزومبل، 30 سنه التالي كانوا مثلا كانوا فما 4 ناس اكتيف بور ان روتريتي، اليوم فما مثلا بريسك 2 بور ان اكتيف، 2 اكتيف بور ان روتريتي. دونك السيستم تاعنا قاعد يعاني في عجز وماهوش قاعد ينجم معناها يعطي مردوديه كبيره بالنسبه للاجير. باش نعطي ان اكزومبل، حسب الاجر نتاعك ينجم يكون لو تو دو رومبلاسمون. شنو اللي هو تو دو رومبلاسمون؟ تو دو رومبلاسمون هو الرابور ما بين الروتريت اللي تاخوها ولو ديرني سالير اللي خديته قبل ما تولي في الروتريت. بالنسبه للاجور المرتفعه ينجم يتيح حتى 50%. دونك ينجم يكون المتقاعد وقت يخرج الروتريت نتاعو الجرايه نتاعو تكون نصف الشهريه نتاعو قبل ما يخرج الروتريت. باش نعوض النقص هذايا الشركات اليوم برشا شركات قاعده المي اون بلاس ان سيستيم كومبليمونتير. هذا عنده زوز اغراض. الغرض الاول كما قلنا هو حمايه مدخول الموظف نتاعها ولا الاجير نتاعها وقت يخرج التقاعد،
والحاجه الثانيه هي امويان بالنسبه ليها هي باش تخلي الاجيال هذاك يقعد معاها. اليوم فما كونكورونس كبيره على المارشي ترافاي سورتو سور دي سيكتور بيان سبيسيفيك. وقت نحكيو على لي زانجينيور، نحكيو على لي زانفورماتيسيان، اليوم قاعدين يغادروا برشا منهم قاعدين يغادروا في البلاد. ان دي مويان اللي برشا شركات اللي تنشط في المجال هذايا لقاتو هو العقود الجماعيه هذه نتاع التامين على الحياه اللي تنجم تكون سواء للجرايه التقاعديه التكميليه، الجرايه التكميليه للتقاعد، ولا ان كومبليمون دو ريفونو باش تعمل الفيديليزاسيون نتاع لي سالاريي نتاعها. نعمان برقاوي مدير عام مؤسسة انرسال، هي مصنع للوحات الشمسية لبانو فوتوفولتايك، مصنع في منطقة الناظور، معتمدية الناظور من ولاية زغوان. تأسس في 2011. نحن اليوم باش نحكيو على قطاع طاقة متجددة في تونس اللي نسمعوا عليه برشا ونتسائلوا علاش لتوا ما طورنا، ومعناتها في بلادنا اللي هي فيها معناتها ربي انعم علينا بالشمس ونحن نحسوا اللي ماناش مستغلينها كما يجب. معناتها القطاع في تونس يمثل مكمن قوة وقاطرة لتطوير الاقتصاد الوطني، وعنده ارتدادات إيجابية على الميزان التجاري وخاصة الميزان الطاقي، خاصة في هالأيام هذه معناتها مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كيف نشوفوا أسعار برميل النفط شنو وصلت وشنو تنجم توصل. نقولوا علاش معناتها في تونس ما خديناش معناتها استباقيا إجراءات اللي خلتنا نطوروا معناتها الطاقات المتجددة هذه في بلادنا. كي نجيو نشوفوا نسمعوا معناتها فما برشا إعلانات ولكن المشاريع ما تبعتش للأسف. مؤخرا تم الإعلان معناتها على لزمة قيمة 500 ميجاوات اللي هي شركات متحصلين عليها من 2019 قاعدة في الرفوف، إن شاء الله معناتها ينطلقوا في إنجازها في أقرب وقت. بخلاف نظام اللزمات فما نظام التراخيص اللي تم إسناد معناتها عدة رخص، منهم رخصة للشركة بتاعنا نحن معناتها لإنجاز محطة 10 ميجاوات في ولاية القيروان. إلى يومنا هذا ما تمش إنجازها، لقينا صعوبات في تمويل هذا النوع من المشاريع. حبينا بالأحرى حلمنا حلمة معناتها كوننا نعملوا محطة تونسية بأسعار تونسية وبمنتوج مصنوع في تونس، ولكن للأسف ما صارش. علاش؟ لأنه البنوك والمؤسسات المالية اللي عندنا ما كانوش متهيئين للمشاريع. نعتبر أنفسنا شركاء في البناء وواجبنا نقدموا مقترحات قابلة للتجسيم والتنفيذ، ولكن في المقابل ننتظروا تفاعل إيجابي من السلطات العمومية. قراءتنا الحالية للوضع العام اللي يعيشه قطاع الطاقات المتجددة عموما سلبي، ولكن يمكن إجراء عملية إنقاذ سريعة ونتدخلوا على مستويات مختلفة. نذكر منها مثل الجانب التشريعي وجانب الإجراءات الإدارية اللي لازم نخفوا فيها، معناتها لازم نعاودوا نشوفوا المنظومة هذه. جانب التمويل اللي هو جانب مهم جدا، ودور الدولة في كل ذلك أنها تكون قاطرة. معناتها يلزم هي الدولة تكون قاطرة وتلعب دورها في الإحاطة والمساندة باش القطاع الخاص يتبع معناتها اوتوماتيكيا. فسحة
في عالم الطبخ، مبادرة موطنية مجتمعية تغوص بنا في أعماق موروثنا الغذائي. وهكا باش تكون المسابقة في نسختها الثانية، واللي تحتضنها مدينة سيدي بوسعيد أيام 11-12-13 مارس بدعم من بلدية المكان والبرنامج الغذائي PAM، معهد الدراسات العليا السياحية سيدي ظريف ومؤسسة فريدريش أوبرت. حتى ظهرة تتمحور حول مجموعة من الأنشطة تبرز ثراء تراثنا وثقافتنا، وذلك على امتداد 3 أيام. المشاركات نساء قادمات من عدة ولايات: زغوان، بيجا، جندوبة، جابس، تطاوين، متشبعات بالروح والحرفية المتوارثة عبر الأجيال من صلب مخزونها وعمق تاريخها الأسري. نلقاو زيدا عرض أزياء خاص جدا يعتمد على الابتكار من خلال استعمال مواد طبيعية وكذلك أطباق من الماضي في طور النسيان. عنا زوز أماكن البلدية سيدي بوسعيد باش تكون تحتوي الإكسبوزيسيون متاع النساء اللي احنا درنا في الجهات ومشينا شفناهم في ديارهم، شفناهم في الأراضي متاعهم، وخدينا من عندهم المخزون الثقافي من الأكلات من الحرف زيادة اللي قاعدة تنقرض اليوم. اخترنا 5 جهات المرة هذية: زغوان، بيجا، وجندوبة، وتطاوين، وجابس اللي درناهم، وحاولنا نلقاو فيهم نساء هذوما، نساء اللي تعبت وحاولت تعمل تجارب مكة الصنعة اللي موجودة ما بين صباحهم، وفيهم اللي نجحت وفيهم اللي عملت مشروعها الخاص بها وفيهم اللي طاحت وقامت. واحنا لهنا باش نعاونوهم على النجاح، باش نعاونوهم على انهم يقوموا بالمشاريع نتاعهم، باش نوريوهم للنور، باش نوريوهم نحطهم اون كونيكسيون مع لي زانفستيسور بوتيتر، مع دي ميزون دوت، مع لي جيت رورو اللي هما في جهتهم واللي ينجموا من خلالهم يتعاملوا معاهم، ياخذوا من عندهم لا ماتيير بروميير اللي هي حاجه طبيعيه وبيولوجيه وصنعينها بصويبعاتهم، لا ثم لا برودوي شيميك ولا حتى شيء. هذايا باش يتعرض في سيدي بوسعيد ان شاء الله 3 ايام اللي باش يجيو هذوما. وكيف كيف ما عندناش كان اكسبوزيسيون دو لا ماتيير بروميير، عندنا زاده كونكور كولينير يترأسوا بقدرة ربي في الجوري سي منير العارم، مدام ملاك وسي سي فؤاد الفريني. هذوما كلهم باش يكونوا كوجوه معروفه اي دي شيف بيان دو رونومي في تونس. ماهوش باش يكون ان كونكور سيليكتيف، مي باش يكون كونكور باش يحط اون فالور الناس هذوما. كذلك عندنا ان ديفيلي دو مود اللي هو باش يكون خاص جدا، ماهوش ديفيلي كلاسيكي، باش نستعملوا فيه عود الرقيق. عود الرقيق هذايا اللي النساء يقوموا من الفجير يلموه من بلاصه لبلاصه ويلموا قد الطرف، واعطيناه ا دي غران ستيليست في تونس باش ينجموا يخرجوا منه ان ديفيلي ارتستيك للنساء. ان شاء الله هذايا باش نشوفوه في اول ايامات العروض تاع 3 ايام. من بعد يكون عندنا ان اوتر كونكور de la plus belle table، كيف باش نستعملوا فيه الحلفه، باش نستعملوا فيه البوا ناتوريل، باش نستعملوا فيه لا ماتيير بروميير تاع كل جهه دونك باش تقدم الطاوله نتاعها. احنا لو كونسيبت سي لو كولينير اي تو سكي تور اوتور دو كولينير. بلد كولينير هي جوله عملناها في عده مناطق من الجمهوريه التونسيه à la recherche du patrimoine immatériel اللي قاعد يضيع ولا قاعد يندثر ولا قاعد يتنسى. خدمنا على لو باتريمون كولينير، لمينا دي روسيت قدم، وان شاء الله عندنا في المشروع دون لي كيلكو جور افنيغ باش نتبعوا الكتاب هذايا، لكن مش يكون مجرد كتاب نتاع دي روسيت، باش يكون زاده دي بورتري دو فام، باش نحكيو حكايه النساء هذوما اللي هما مازال في صباحهم في الذاكره نتاعهم، لي روسيت نتاع جدودنا وجداتنا والباتريمون نتاعنا القديم. زاده مشينا على لا ريشيرش دو باتريمون ارتيزانال. Le patrimoine artisanal اللي يدور حول فنون المائدة، les arts de la table. C'est un patrimoine حلو برشا à creuser, à valoriser. لازمنا نوريوه، لازمنا ندعموه، نعرفوا بيه، نشهروه، نستعملوه، نشريوه. Il faut consommer tunisien, mais consommer tunisien زادا dans le patrimoine pour soutenir l'autonomisation de la femme rurale tunisienne. باش ندعموا تمكين المرأة الريفية، سورتو نوتامون المرأة الريفية، على خاطر ما عندهاش سهولة باش تسوق المنتوج نتاعها. دونك الهدف نتاعنا أن نساعدوا في التسويق، نساعدوا في الاتصال، يعني ما عندهمش سهولة في الكوميونيكاسيون باش يعرفوا بالمنتوج نتاعهم.
مشينا زيدا على ريشيرش، مشينا نبحثوا على حكايات نتاع نساء. الحكايات هذوما باش نوثقوهم في دي ستوري تيلينغ، يعني في حكايه تتحكي. كل واحده من المنتفعات هذوما باش تتخصص لها اون كابسول فيها دقيقه ونص بالسوتيتراج بالفرنساويه وبالانجليزيه، باش من بعد يكون هذاك مضمون. سي ان كونتوني اللي يعرف بالباتريمون نتاعنا، لو باتريمون ايماتيريال اللي هو هام برشا. كل مرة تحكي حكايتها باش تشره شيري، باش تحل باب سوق، باش تخلي الخيال والذاكرة نتاعنا تخليها تعاود تعيش معناها بطريقة سهلة وبسيطة. تحكي حكايتها ادوكو تعطي الدون انفي باش واحد يقتني هيك المنتوج نتاعها هذاك. بلاد كولينير باش تكون نهار الجمعة والسبت والأحد 11 و12 و 13 مارس في قصر البلدية في سيدي بوسعيد، وفي الجاليري دار هيدي التركي في سيدي بوسعيد. لي بارتنير نتاعنا اللي دعموا المشروع هذا هما بلدية سيدي بوسعيد مشكورة، هما لونا لوفيس دو لارتيزانا، هما لا فونداسيون فريدريش ابرت، هما لو بروغرام اليمونتير مونديال البرنامج العالمي للتغذية. المجموعة اللي قامت بالنشاط هذه هي مجموعة متطوعة، احنا مجموعة فيها 12 عضوة، اساسا احنا 10 نساء وزوز رجال. قمنا بالعمل هذا على خاطر نحبوا برشا تونس، على خاطر نحبوا نوريو بلادنا شنيا، ونحبوا زاده نعملوا لا بروموسيون تاع لا ديستيناسيون تونيزي. تونس معناها بعناها بما فيه الكفايه بالبحر والرمل والشمس. اليوم عندنا برشا حاجات معناها كان نبرشوا شويه في الذاكره نتاعنا نلقاو حاجات ما فماش لبرا، مش موجوده في حتى بلاد اخرى. دونك نحبوا السائح وقت اللي يجي لتونس ما يجيش على البحر بركا، لكن يجي باش يعيش تجربه، باش يعمل إيميرسيون في الحياه نتاع العباد في الوسط الريفي هذوما، يعيش معاهم يشوف كيفاش احنا نعيشوا. اليوم السائح يلوج على تجارب، ما عادش يلوج على اوتيل، ما عادش يلوج، مش كان اوتيل بركه معناها، مش كان بقعه. Ils ne sont plus à la recherche d'un endroit mais يبحثوا على تجارب يعيشوها، و يعني يعطسوا إيميرسيون في الحياة اليومية القديمة. هذا اش حابين نوريو. دونك احنا شاركنا هوني مع بلد كولينير باش نعرفوا بالمنتوج التونسي. المنتوج التونسي هذا هما مشاو للجهات ومشاو يلوجوا في معناتها أكلة قديمة اللي ماهيش معروفة من الجميع، ومشاو للمرأة الريفية باش يخليوها في الواجهة باش يعطيوها قيمتها الصحيحة، اللي هي تقوم من 4 نتاع الصباح تمشي تخدم الأرض نتاعها وبعد تمشي تطيب، وعملت لهم ماكلة بنينة. الكونكور هذا ماهيش سي با فريمون معناتها يوغا با تبوديو، معناتها ما فماش امراه الاولى ولا امراه الرابعه ولا واحده طيبت خير من الاخرى، هما معناتها مش نعطيهم كل جايزات دون لو سونس. واحده عملت مجهود في كيما نقولوا في التكنيسيتي، واحده عملت مجهود في البريزونطاسيون. دونك سا سرا ان كونكور جوست بور غراتيفيكاسيون دو سي دام لا. العمل نتاعنا يهتم بالحرفيات المنتوج التقليدي اللي باش نساعدوهم باش نجموا يعيشوا بالمنتوج نتاعهم، وتشمل المساعدة هذه المنتوج المحلي، الفلاحة البيولوجية الطبيعية، والصناعة والسياحة البديلة والسياحة البديلة. دونك العمل نتاعنا باش يكون موضوع تظاهرة في قرية سيدي بوسعيد نهار 11 12 و 13 مارس، وين استدعينا حوالي 35 حرفيات من المنتوج التقليدي متوزعين ما بين فلاحات وحرفيات المنتوج التقليدي وكذلك مبتكرات في عالم الفن. استدعينا كذلك دي ميزون دوت، دي جيت رورو، هياكل محلية للسياحة البديلة اللي مختصين في المخزون التراثي. خلال 3 أيام اللي باش نعملوهم في سيدي بوسعيد باش نقوموا بحملة تحسيسية لجميع العارضات في مجالات المواطنة، في القانون، في الصحة، في البيئة. وسيؤمن الحملة هذه التحسيسية أطباء ومحامين ومخابر أدوية وجمعيات مختصة في الصحة والبيئة.
الوغ علاش الحركيه هذه الكل؟ الحركيه هذه حبينا نسلطوا الاضواء على قيمه المنتوج نتاعنا، وحبينا نعملوا ان سينرجي بوزيتيف، تكافل ايجابي ما بين الحرفيات هذوما نتاع المنتوج التقليدي وفن تزويق مائده الطعام بالطبيعه مع فاعلين في مجال السياحه البديله اللي هو في تطور مستمر. دونك الربط اللي حبينا نعمله سيت سينرجي بوزيتيف باش تصير اما مباشره ولا اترافير كيما نقولوا لي ريزو سوسيو. كيفاش باش تكون المساعده هذه؟ باش نعاونوهم باش يعملوا واجهات دي فيترين في dans les maisons d'hôtes, des vitrines في les maisons d'hôtes باش نحطوا على ذمتهم une application موبيل باش avec géolocalisation باش ينجموا يعرضوا البضائع نتاعهم وينجموا يبيعوها عبر السوق الإلكترونية.